2 heures du matin. Sous la bâche de l'échafaud, un homme en uniforme américain. Il étrangle manuellement un condamné. Le nœud de la corde est mal placé. L'exécution est un échec technique. Combien de temps faut-il au cœur pour s'arrêter, si les vertèbres cervicales restent intactes? Le sergent-maître John C. Woods disparaît derrière la toile. Les témoins voient le rideau bouger. Puis ils entendent le frottement du chanvre sur le bois des poutres. Woods agrippe le corps et tire vers le bas. Une strangulation manuelle. Le lieutenant Stanley Tills, responsable de la coordination, l'affirmera plus tard. Le nœud de la corde avait été délibérément décentré. Cette position exclut une mort rapide. Elle garantit une asphyxie lente. Dans ce type de strangulation, la conscience ne disparaît pas instantanément. Le cerveau enregistre la suffocation pendant près de 3 minutes. Après le retrait du corps de la potence, une inspection médicale est menée. Le rapport officiel des médecins présents qualifie le résultat de désastre. L'architecte de ce désastre mécanique est un homme, le sergent-chef John C. Woods, le bourreau de l'armée américaine. Une pendaison correcte est une science, une question de physique. Le calcul doit être précis. La longueur de la chute est calibrée sur le poids du condamné. Le protocole britannique exigeait une chute de 1,8 à 2,4 mètres. Objectif, la rupture de la moelle épinière, mort instantanée. Une chute trop courte change tout. La mort n'est pas une fracture, c'est une strangulation lente. Le condamné reste conscient pendant plusieurs minutes. Woods revendiquait 347 exécutions avant Nuremberg, un chiffre jamais vérifié. Les enquêteurs militaires n'ont trouvé aucune preuve. Pourtant, sur l'échafaud, il ignore les lois de la physique. Les tests sont effectués. On entend le bruit sourd des sacs de sable calibrés qui frappent le fond. Woods ajuste la trappe. Il mesure la corde. Il choisit la méthode de la chute courte. Le résultat, de multiples exécutions ce soir-là ne sont pas des ruptures cervicales, ce sont des asphyxies. Le cœur de certains condamnés a continué de battre entre 14 et 28 minutes. 2h12 du matin. Julius Stryker est amené. Il s'arrête au pied des marches. Protocole d'identification. Un garde l'interpelle. Stryker pousse un cri perçant. « Heil Hitler !» Le colonel ordonne à l'interprète de demander son nom. Stryker hurle en retour. « Vous connaissez mon nom ?» On insiste. Il crie. « Julius Stryker !» Sur la plateforme, il lève les yeux. « Maintenant, je vais à Dieu. » Puis, face aux témoins, une dernière phrase. Purim Fest, 1946. Une construction psychologique. Le Purim de cette année-là était en mars. Un dernier acte de propagande. L'officier américain demande s'il a de dernières paroles. Que murmure l'architecte de la haine une seconde avant que le sol ne disparaisse sous ses pieds. Stryker se tourne. Il crache. Les bolcheviks vous pendront un jour. La cagoule noire descend sur son visage. Tissu épais. Juste avant le bruit du mécanisme, un murmure étouffé sous le tissu. Adèle, meine liebe Frau. Adèle, ma chère femme. Le levier métallique claque violemment. La trappe s'ouvre. Il est tombé en se débattant. Ce corps tombe dans une structure de bois brut, une machine. Monté à la hâte dans le gymnase de la prison de Nuremberg, le lieu de la liquidation finale. Nuremberg, 16 octobre 1946, 2 heures du matin. Dans le gymnase, une odeur de bois fraîchement coupé. 3 échafauds ont été construits pour l'occasion. Ce n'est pas une salle d'audience, c'est une installation technique. 10 hommes sont prévus. L'opération entière doit durer 2 heures, 12 minutes par homme. Un planning précis, industriel, pas un rituel, une liquidation. Le processus est conçu pour être rapide, propre, efficace. Le calendrier a été brisé. Mais cet échec avait un témoin. Un crayon enregistrait chaque seconde. Le crayon de Joseph Kingsbury Smith. Smith travaillait pour l'International News Service. Il a été désigné par tirage au sort, une loterie. Ce système garantissait un seul rapport officiel, une seule fenêtre sur l'événement. Pas de contradiction, pas d'interprétation multiple. Il était le seul journaliste américain dans ce gymnase. Comment documenter une exécution sans émotion? La méthode de Smith, une observation clinique. Son rapport n'est pas un article, c'est un protocole, sec, précis, comme un dossier médical.
Il ne dramatise pas, il ne donne pas son avis, il décrit. Ce qu'il voit n'est pas ce qui était prévu, il est un instrument de mesure. Il enregistre l'écart par rapport à la norme. Le rapport final a été publié sans aucune censure. Le rapport non censuré révèle une faille. La faille du système juridique des puissances alliées. Le procès de Nuremberg était une machine juridique, précise, froide. Pour la première fois dans l'histoire, les Alliés ont forgé un concept, le crime contre l'humanité. Le mal moral devenait une catégorie pénale, soumise à des règles strictes. Des mois de débats, des salles d'audience stériles, un droit international parfait. Puis, la réalité derrière la bâche de l'échafaud, une strangulation manuelle, une vengeance sale. La machine juridique idéale s'est brisée à la dernière étape, l'exécution physique du verdict. L'homme chargé d'appliquer la loi la plus juste du monde a choisi l'illégalité. Ce paradoxe a exposé une vérité simple, même un système parfait se heurte à son exécuteur humain. La justice s'est arrêtée au pied de l'échafaud. Les juristes ont analysé chaque défaillance pour construire les futurs tribunaux internationaux. 70 millions de morts. Le prix du travail d'un seul homme. La justice des Alliés a fait une exception. Pour lui, Julius Streicher. L'homme qu'Hitler protégeait des scandales, l'homme qu'il défendait contre les luttes internes du parti. Sa voix a préparé le terrain. Le 8 mai 1945, le résultat est là. Des villes de poussière, des montagnes de gravats, un continent entier anéanti. Il n'était qu'une voix, et cette voix, avant de s'éteindre, a murmuré un seul nom, Adel, l'architecte du génocide. 23 ans de publication, son dernier soupir, un mot pour sa femme, une dissonance, terrifiante. Car Julius Streicher n'a pas toujours été un monstre, il était instituteur. Comment un simple instituteur conçoit-il l'algorithme d'une destruction de masse? Un homme qui enseignait aux enfants, puis un homme qui leur a appris la haine, et enfin, juste un homme. Murmurant le nom d'Adel dans le silence absolu de la salle. Ce n'est pas une rédemption, ni un retournement de situation. C'est un détail humain, le plus dérangeant. Les pires individus de l'histoire étaient encore des individus. Ils aimaient quelqu'un, ils ressentaient la peur. Le processus ne commence pas avec des monstres, il commence avec des choix. Une série de décisions a transformé l'instituteur en criminel de guerre. L'arme de Streicher n'était pas un fusil, c'était une rotative. En 1923, il lance son algorithme, le journal Der Stürmer. À Nuremberg, le tribunal créera un précédent juridique à cause de lui. L'incitation au meurtre n'est pas un crime séparé. L'incitation est le meurtre. Pour la première fois, une imprimerie était jugée comme une pièce d'artillerie, l'encre assimilée à une arme. Le processus était industriel, mise en page des caricatures, odeur d'encre et de métal chaud. Le bruit des presses qui démarrent, le papier qui défile. Chaque semaine pendant plus de 20 ans, 500 000 exemplaires, chaque semaine. 500 000 foyers recevant une dose de haine. Les journaux étaient affichés dans des vitrines publiques, les Stürmerkasten. Personne ne pouvait y échapper. Streicher n'a jamais appuyé sur une gâchette, il a juste continué à imprimer, préparant la société allemande à détourner le regard. L'encre a séché, les portes des camps se sont ouvertes. Au matin du 16 octobre 1946, les presses du Stürmer sont à l'arrêt. Le corps de son fondateur est détaché de la potence. Le protocole est strict, pas de sépulture, pas de mémorial. Le corps est incinéré avec ceux des 9 autres condamnés. Les cendres sont collectées. Elles sont transportées jusqu'à la rivière Isar, un affluent du Danube, puis dispersées dans le courant. L'objectif est tactique, effacer toute trace géographique, interdire la création d'un sanctuaire. L'homme est effacé du sol. Dans le gymnase, le journaliste Kingsbury Smith rédige son rapport, une chronologie clinique. Il note l'heure, il note les réactions, il note les noms sur sa liste. 10 noms, un par un. Smith termine sa description, puis il passe au nom suivant, jusqu'à la fin de la page. Il n'y avait plus de nom.